Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, c'est dans le sud-ouest que nous allons, et plus particulièrement dans les Landes, pour découvrir le diocèse d'Aire et d'Ax, entre les Pyrénées-Atlantiques au sud, la Gironde au nord, le Lot-et-Garonne au nord-est et le Gers à l'est. Dans cette émission, il sera question des grandes annonces faites à l'occasion de la journée diocésaine du 27 mai sur le thème « Osons l'espérance » et d'un projet d'habitat partagé intergénérationnel à Buglose, à une dizaine de kilomètres de Dax. Le département des Landes, vous le savez peut-être, est le deuxième département le plus étendu de France, mais peu peuplé en proportion, marqué par un littoral de plus de 100 km le long de l'Atlantique et par la plus vaste forêt de pins d'Europe sur près de 60% de la superficie du département. C'est un territoire de fêtes et de traditions, marqué par le rugby, mais aussi le basket, les courses landaises et les férias, et la bonne gastronomie bien sûr. Les Landes, c'est le premier producteur de foie gras. Pour parler du diocèse d'Aire et d'Ax, je reçois aujourd'hui Monseigneur Nicolas Souchu. Bonjour Monseigneur. Bonjour, et je salue les Landais qui nous regardent. Bien sûr, on salue tous les Landais et tous les téléspectateurs qui nous rejoignent pour cette émission. Je viens de faire une petite présentation rapide du département. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter le diocèse, les forces vives qu'il compose en quelques mots? Alors c'est vrai que c'est un diocèse dispersé, vaste, avec de grandes étendues, et en même temps des chrétiens qui veulent que leur Église continue de vivre là où ils se trouvent. La difficulté, c'est celle des jeunes, parce que beaucoup de jeunes, après le bac, sont obligés tous pratiquement de partir faire des études à l'extérieur, et ce qui fait qu'on a finalement très peu de familles avec de jeunes enfants. Il y en a, bien sûr, mais c'est une des grosses difficultés. Et on a d'ailleurs fait un centre d'études d'enseignement catholique supérieur des Landes en regroupant tous les BTS pour essayer de maintenir à Dax un enseignement supérieur. Ce qui d'ailleurs convient bien avec la ville de Dax qui elle-même essaye de développer aussi pour garder des étudiants et des jeunes. Ensuite, comme vous l'avez dit, l'agriculture est très présente. Il y a des asperges, des kiwis, du maïs, et puis il y a les canards avec la crise aviaire qui vient, qui revient et qui repart à une époque où ce n'était pas prévisible. Et donc ça devient quand même très inquiétant. Alors, quelques points de repère, Monseigneur Nicolas Souchu, sur votre parcours. Vous êtes évêque d'Aire et d'Ax depuis 2017. Né en 1958, vous êtes fils de boulanger. Votre vocation a d'abord mûri au sein des groupes de formation universitaire qu'on connaît sous le nom des GFU, tout en obtenant une maîtrise en administration économique et sociale, puis au séminaire d'Orléans. C'est en 1986 que vous avez été ordonné prêtre pour ce diocèse dont vous avez d'ailleurs été vicaire général de 2000 à 2008. Et en 2008, vous êtes appelé par le pape Benoît XVI pour être évêque auxiliaire de Rennes, que vous avez donc quitté en 2017 pour les Landes. Votre devise épiscopale, c'est paix et espérance. Je trouve ça toujours intéressant de redire un peu cette devise que chaque évêque choisit pour son ordination. Pour mieux vous connaître, peut-être dans vos goûts, vos distractions, ce qui vous ressource, vous m'avez dit que vous aviez un goût particulier pour la musique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'ai fait du piano, de l'orgue. Alors j'ai un piano électrique chez moi, donc je joue au moins un petit morceau par jour. Et puis de l'orgue, il y a bien longtemps que je n'ai pas joué. Et pourtant, il y a de belles orgues dans les Landes. Et j'ai toujours à la fois le souhait et la promesse de pouvoir aller jouer ou en tout cas visiter les instruments avec l'organiste compétent, si je puis dire. Et puis ces derniers temps, vous relisez aussi un grand théologien qui a aussi été pape, Joseph Ratzinger. Qu'est-ce qui vous marque dans le travail de Joseph Ratzinger, Benoît XVI? Alors, c'est vrai que c'est lui qui m'a nommé évêque. Et puis, à ma première année de séminaire, le livre que notre professeur nous avait donné en théologie, c'était Foi chrétienne, hier et aujourd'hui. Et le Monseigneur Ratzinger était tout juste jeune évêque à Munich à l'époque,
n'était pas encore trop connu comme théologien. Et du coup, ça m'a tout de suite alerté sur sa manière de faire. Et puis, en relisant actuellement soit des homélies ou des textes qu'il a produits, finalement, c'est assez simple. C'est un grand théologien et en même temps, il sait parler de manière simple. Donc ça, c'est tout de même quelque chose d'important pour comprendre comment est-ce que la foi peut nous conduire et que la foi, c'est pas forcément quelque chose de compliqué. Il y a aussi aujourd'hui, cette année en 2023, c'est une année riche en anniversaires pour le diocèse. J'ai noté donc, on fête en 1623 le pèlerinage de Saint-Vincent de Paul au sanctuaire de Bugloz. On fête surtout le 16 mai 1823 la création du diocèse dans les limites que nous connaissons aujourd'hui. C'est donc les 200 ans du diocèse d'Aire et d'Ax cette année. Et puis en mars 1933, c'est le retour de l'évêque à Dax. Alors comment est-ce qu'on célèbre tous ces anniversaires dans le diocèse ? Alors, les deux derniers dont vous avez parlé sont des anniversaires qui ne vont pas faire grand bruit. C'est vrai qu'après la Révolution, où le diocèse d'Aire d'un côté et le diocèse de Dax avaient été supprimés, après le Concordat, ce n'est donc en 1823 que le nouveau diocèse, simplement d'Aire, puisque l'évêque habitait à Aire-sur-l'Adour, a pris les limites du département des Landes, mais les gens de Dax n'étaient pas contents. Et donc l'évêque a obtenu un petit peu plus tard que le nom officiel du diocèse, qui est toujours, c'est celui de Aire et Dax. Et puis après la séparation de l'Église et de l'État, l'évêque a dû quitter l'évêché d'Aire, il ne savait pas trop où aller, il s'est demandé même s'il ne fallait pas aller à Mont-de-Marsan, qui était devenu la préfecture. Et ensuite, il s'est rappelé qu'à Dax, il y avait quand même un évêché, et donc c'est en 1933, est-ce qu'il l'a emporté aussi, c'est parce qu'il y avait le train, très important. Et donc voilà, donc ça fait 90 ans. Par contre, le 4e centenaire du pèlerinage de Saint-Vincent de Paul à Notre-Dame de Bugloz, depuis le berceau. C'est important, il va être fait début juin avec les Lazaristes, parce que nous avons tous les premiers samedis du mois une marche pour les vocations, donc ils vont s'y associer. Et Saint-Vincent de Paul n'était pas revenu dans sa famille depuis qu'il était parti. Comme il était en même temps aumônier des galériens de Bordeaux, il en a profité pour revenir voir sa famille. Il n'est jamais revenu après et faire ce pèlerinage à Notre-Dame de Bugloz. Donc là, c'est quelque chose d'important. Alors, il va être justement question de Bugloz aussi, puisque Osons l'Espérance, c'est le nom du rassemblement diocésain qui a eu lieu samedi 27 mai à Notre-Dame de Bugloz, dans la suite de la démarche synodale initiée en septembre 2021. Une journée pour réfléchir ensemble à l'avenir du diocèse. Les explications d'Arnaud Lacoin, responsable logistique de l'événement. 30 stands de paroisse sont montés et ces stands ont pour vocation de donner l'axe de conversion pastorale de chaque paroisse. Et autour de ces 30 stands, il y a 30 autres stands de mouvements diocèses d'église ou de services diocésains volontaires qui eux-mêmes sont là pour voir comment ils peuvent épauler les paroisses dans leur démarche. Et derrière tout ça, et encore plus largement, il y a l'avenir du diocèse. Ce travail de partage entre les paroisses, les mouvements, les services, entre les paroisses elles-mêmes, qui va leur permettre de grandir dans leur quête de conversion pastorale. Il y a aussi l'avenir, le grand avenir, ce sont les jeunes. Et les jeunes qui arrivent, ils sont accueillis. Alors pour les plus grands, ils chercheront à avoir une activité avec les paroisses ou avec les mouvements. Ils chercheront au-delà par exemple des JMJ, d'être effectivement utiles. Et je pense que c'est le bon moment pour bouger, c'est le bon moment pour se mobiliser, c'est le bon moment pour aller plus loin, réfléchir à comment on travaillera demain, comment les paroisses seront organisées, comment on évangélisera, comment on ira vers le frère. Alors, Monseigneur Nicolas Souchu, vous aviez annoncé qu'il y aurait des grandes annonces justement pendant cette journée. Quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors d'abord, je dois vous dire que j'ai été frappé par le dynamisme, surtout de ceux qui ont préparé la journée. Et donc ça a donné forcément du dynamisme à cette journée, parce que réfléchir c'est bien, mais faire la fête ensemble, ça donne aussi quelque chose pour avancer. Et donc depuis que je suis arrivé, on m'avait dit ce serait bien de refaire un synode diocésain, puisque le dernier synode avait eu lieu dans les années 1990-92, et c'est vrai que le monde a quand même beaucoup changé depuis, l'Église aussi. Et donc finalement, après une démarche synodale qui justement nous demandait d'essayer quelle conversion pastorale on pouvait faire, comme l'a dit M. Lacoin, eh bien, je me suis dit, il faut faire une conversion pastorale maintenant pour le diocèse. Et vraiment, il y a une espèce de convergence que l'Esprit Saint nous a donnée pour que je puisse annoncer, donc samedi dernier, que j'ouvre un synode diocésain qui sera donc convoqué le 10 septembre prochain, à la fin de la semaine mariale, justement à Bugloz, sur 2 années. Et nous avons repris le thème de la journée « Osons l'espérance », surtout qu'en 2025, le pape François a déjà annoncé qu'il y avait un jubilé sur l'espérance, donc ça me va très bien.
Et on a fait toute une démarche synodale donc pour essayer de voir quels étaient les thèmes qu'il fallait aborder dans le synode. Et donc finalement, on a pris un thème central. On a gardé oser l'espérance, mais oser l'espérance dans les communautés chrétiennes, parce que je crois que c'est vraiment ça qu'il nous faut travailler, avec 3 sous-thèmes, des communautés enracinées dans le Christ, des communautés renouvelées par l'Évangile et des communautés ouvertes au changement du monde. Et je pense que ces 3 sous-thèmes vont permettre d'avancer sur les chemins pour la vie du diocèse. Alors vous venez d'utiliser le mot synode. Ce qui s'intéresse à l'actualité de l'Église, c'est un mot qu'on entend c'est depuis 2 ans, de plus en plus. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire pour votre diocèse, qu'est-ce que ça veut dire une Église synodale très précisément? Voilà. Synodos, ça veut dire marcher ensemble, voire même converger. C'est ce que nous avons fait le 27 mai, puisque les jeunes étaient d'un côté, les enfants avec la catéchèse de l'autre, les adultes déjà rendus à Buglose. Tous nous avons convergé au sanctuaire Notre-Dame de Buglose pour marcher ensemble de manière physique aussi et intergénérationnelle. C'est ça qui est important. Et de mon point de vue, s'il y a un synode, c'est vraiment pour que toute l'Église se mette en route. L'Église, c'est quoi? C'est ceux qui sont déjà engagés dans les paroisses? L'Église, c'est le territoire du diocèse d'Aire et d'Ax, dans lequel je suis le pasteur. Et donc, je trouve que c'est important. L'instruction romaine sur les synodes, justement, nous dit bien c'est le diocèse entier qui célèbre le synode. Même si, pour le synode, il y aura des élections pour des assemblées synodales qui auront pour but de voter des orientations qui seront ensuite promulguées par l'évêque. Alors vous avez évoqué dans la présentation du diocèse et puis là à l'instant la place des jeunes et puis en même temps les caractéristiques du territoire des Landes. Comment s'organise justement la pastorale des jeunes dans un tel contexte? Et puis depuis le Covid qui, je l'imagine, comme un peu partout, a bouleversé la pastorale habituelle. C'est ça. Alors c'est vrai que le Covid nous a bouleversés sur beaucoup de points de vue évidemment. Et là on a la chance d'avoir vraiment un bureau de la pastorale des jeunes avec des responsables qui ont vraiment relancé en tout cas les événements que l'on peut proposer au niveau diocésain. Et on est parfois même des fois un petit peu débordé par le nombre de personnes, enfin de jeunes qui viennent. Donc ça fait plusieurs années qu'on fait un week-end des confirmants, donc tous les confirmants de l'année au mois de novembre. Dans votre diocèse, les confirmants, ce sont des jeunes de quel âge? Autour de la 4e plutôt. Voilà. Et puis, il y a un rassemblement le 11 novembre pour les 6e, 5e. Cette année, on a été un peu débordé, ce qui fait que peut-être on imagine de faire un pour les 6e et un pour les 5e. Bon, il y a un camp ski, il y a un camp VTT. Voilà. Et ça, vraiment, moi, je suis témoin que pour des jeunes, alors c'est important qu'ils se retrouvent, mais c'est aussi une vraie expérience spirituelle de découvrir le Christ. Et moi, je reçois des témoignages. Alors, moi, je ne fais pas grand-chose dans tout ça, mais c'est moi qui reçois les témoignages que je transmets vraiment aux responsables de la pastorale des jeunes, parce qu'ils travaillent beaucoup et c'est important qu'ils voient que ça donne du fruit, du résultat en tout cas. Voilà. Vous êtes aussi sur un territoire, dans un département où le sport occupe une place particulière. Alors il y a le surf, il y a le basket, il y a le rugby, les courses landaises. Comment est-ce que vous, comme évêque, et puis le diocèse en son entier, s'inscrit dans, par exemple, la perspective des Jeux Olympiques, où c'est toute l'Église catholique en France qui est mobilisée pour les prochains JO en 2024? Alors non seulement il y a du sport, mais il y a des champions. Au basket, au rugby, aussi bien à Dax que Mont-de-Marsan en ce moment, donc ça c'est formidable. Et donc j'ai nommé un délégué pour les Jeux Olympiques de 2024, qui est lui-même, enfin il est diacre permanent, et il est lui-même sportif, et il est l'aumônier de la Jeanne d'Arc de Dax, donc c'est le grand patron de Dax. Et donc il a commencé par organiser une première marche que nous ferons au mois de septembre, il a inventé ça, la flamme de la paix et l'espérance. Ça reprend un peu votre devise épiscopale. C'est ce que je lui ai dit. Je pense qu'il n'y avait pas forcément pensé et je trouve que c'est très bien. Et puis vous me disiez en préparant l'émission qu'il y a même des chapelles qui sont dédiées à certains des sports. J'ai noté la chapelle Notre-Dame du rugby, la chapelle Notre-Dame de la course landaise, la chapelle Notre-Dame des cyclistes. D'où viennent ces appellations? Alors, c'est souvent des prêtres qui étaient eux-mêmes sportifs et qui ont donné ce nom. Cette année, le Tour de France va passer à Dax et à Mont-de-Marsan et il va passer à Notre-Dame des cyclistes. Donc vous voyez, c'est pas anodin, c'est pas la première fois. Donc c'est vraiment, on sent que c'est vraiment important. Et je suis frappé que quand l'évêque vient, là, je suis allé à un match de rugby récemment, quand l'évêque vient, finalement les gens sont contents. Voilà, ça a fait gagner Dax, tant mieux, mais c'est peut-être pas toujours comme ça. Mais voilà, je sens que de toute façon, l'intérêt que l'évêque peut porter à toute la vie
sportive, économique, humaine, enfin de tout le département. Je trouve que c'est formidable parce qu'on est un diocèse rural, petit, on se connaît, on travaille ensemble. Et donc, dès qu'on s'intéresse, forcément, les gens trouvent que c'est formidable. Au cœur du sanctuaire Notre-Dame de Bugloz, à une dizaine de kilomètres de Dax, est né un projet d'habitat partagé intergénérationnel. 18 appartements de tailles variées sont proposés dans la maison de vie et de partage Saint-Jean de Bugloz. Cette maison a pour objectif de réunir des personnes avançant en âge, rendues seules par les aléas de la vie, une ou des familles, mais aussi des jeunes actifs ou des étudiants, voire des prêtres ou des religieux, dans une atmosphère familiale marquée par la spiritualité de Saint Vincent de Paul. Notre reporter Ophélie Marien est allée partager le quotidien de ses habitants. Bonjour Thérèse. Bonjour Madeleine. Aujourd'hui, pas d'école car c'est mercredi. Madeleine et Thérèse, en classe de CP et de CE1, retrouvent Evelyne pour faire leurs devoirs. Evelyne n'est pas leur grand-mère, c'est leur voisine, à la maison de vie et de partage Saint-Jean. Un projet d'habitat partagé intergénérationnel qui s'est concrétisé il y a 1 an et demi. Un écolier. Très bien, bravo. Evelyne a 83 ans, sa famille vit à l'étranger et elle ne souhaitait pas aller en maison de retraite. Ce qui m'a attiré, c'est le mot intergénération. Les enfants sont appelés à ne pas vivre uniquement avec des enfants, mais avec des adultes, pour leur transmettre. Et pareil, les personnes âgées ont besoin des jeunes pour apprendre des nouvelles choses. Et chacun est vraiment content de rendre service et de se sentir utile. J'aime bien participer à ça. Marie-Agnès propose bénévolement des ateliers de gymnastique douce chaque semaine. Les bras. Et on se laisse aller, on réfléchit. La salle commune de la maison permet de se réunir pour des activités variées, ouvertes à tous. Pour moi, c'est indispensable que ce projet soit vécu à l'intérieur par les habitants et par des personnes extérieures. On est dans une société qui a besoin d'échanger et l'intergénérationnel est une richesse si aussi est connue et appréciée par des voisins qui ne sont pas les habitants. À midi, c'est l'heure du repas partagé qui rassemble les habitants de la maison et des voisins. Il a lieu tous les dimanches et en semaine pour certaines occasions. Chacun apporte à manger, donc il y en a qui ont apporté des salades, d'autres des desserts. On a essayé de se mettre un peu d'accord, donc je pense que ça va être assez sympa. Sophie et Stanislas, venus de région parisienne avec leurs enfants, ont cofondé ce projet qui a pris vie dans une ancienne maison de retraite pour prêtres. Nous avons beaucoup reçu de la part de nos grands-parents. Ils nous ont transmis des passions, des goûts, des manières de faire, des valeurs certainement. Et en voyant ces personnes âgées seules qui n'avaient de visite dans la semaine que le facteur, vraiment cette solitude de nos aînés, ça nous a préoccupés. On se rend compte que jeunes et moins jeunes ont vraiment beaucoup à s'apporter. Ce sont des très belles complémentarités. Aujourd'hui, dans la maison Saint-Jean, 18 personnes cohabitent, de 2 à 86 ans. Chacun a son propre logement, mais peut profiter d'un cadre de vie familial et de liens d'amitié pour éviter l'isolement. C'est assez enthousiasmant de voir ce type de projet. Comment est-ce que l'idée est venue? Comment est-ce que l'Église s'engage dans ce type de proposition? C'est-à-dire que nous avions cette maison de retraite des prêtres qui devait changer puisqu'elle n'était plus aux normes. Et donc on s'est vraiment demandé ce qu'on allait faire de cette grande maison. Et puis providentiellement, le vicaire général de l'époque a rencontré cette famille. Et voilà, ça s'est accordé tout de suite. Et c'est sûr que c'est grâce à cette famille qu'on a pu monter ce projet, qui est en même temps un projet d'écologie intégrale. Parce que sur ce site de Bugloz, qui est assez grand, c'est un sanctuaire. Et puis il y a beaucoup d'espace, et puis maintenant il y a une vie. Voilà. Et puis il y a deux communautés, une communauté de religieuses et puis une communauté de religieux. Et donc on essaye de faire vivre ensemble ce sanctuaire qui est aussi un phare pour la vie du diocèse. D'ailleurs, c'est là qu'on a fait le rassemblement du 27 mai, c'est là qu'on fait souvent beaucoup de rassemblements, parce que nous, on a de l'espace, et donc ce lieu a vraiment
ne peut que s'enrichir de tout ce que les habitants peuvent faire sur le site. C'est aussi une forme de réponse dans un département où la population est assez vieillissante, enfin la démographie, puisque beaucoup de retraités viennent aussi s'installer dans les Landes. Ça peut être une forme de réponse, de vieillir ensemble en partageant un habitat? Alors, ça se veut vraiment intergénérationnel. Hein, donc, c'est pas a priori une maison de retraite. En tout cas, c'est pas un EHPAD. Bon, alors c'est normal aussi qu'il y ait des personnes âgées, mais la recherche, et d'ailleurs vous l'avez vu dans le reportage, c'est qu'il y a aussi des gens plus jeunes qui habitent ensemble et puis qui ont une vie ensemble. Enfin, on sait qu'on est dans un sanctuaire, il y a une charte que les adhérents doivent signer pour manifester que de fait, on est sur un sanctuaire et on fait vivre le sanctuaire aussi à la manière de vivre ensemble. Un autre défi, c'est de vivre justement avec des territoires ruraux très étendus. La dernière ordination sacerdotale, elle remonte à 2011. Comment est-ce qu'on peut assurer une présence chrétienne, une présence de l'Église sur de si vastes territoires ? Alors c'est justement tout l'enjeu, notamment de notre prochain synode diocésain, puisqu'on a centré sur les communautés chrétiennes, parce que c'est ça la difficulté. Si on pense que le prêtre est au centre, à ce moment-là, moins il y a de prêtres et plus l'Église s'éloigne. Si on pense que le prêtre est au service, à ce moment-là, les laïcs peuvent s'engager vraiment sur leur vie concrète, à la fois de relais ou de paroisse, et à ce moment-là, on peut construire l'Église. Mais si on attend que tout vienne du centre, à un moment, le centre ne pourra pas tout donner et tout concentrer sur lui. Donc il faut vraiment faire cette conversion pastorale pour la vie du diocèse. Alors je vous propose maintenant, Monseigneur Nicolas Souchu, de nous mettre à l'écoute de 3 questions de terrain. On écoute une première question de Rose. Moi, je souhaiterais, c'est ma petite question, comment encourager les fidèles à prier Saint-Joseph ? Cette idée m'est venue comme ça, parce qu'en ce moment, nous sommes dans la neuvaine de Saint-Joseph. Alors, j'aimerais bien avoir une réponse et surtout encourager tous nos sœurs et frères à venir à prier Saint-Joseph. En vous remerciant. Alors, l'année dernière, il y a eu l'année Saint-Joseph. Et j'avais sollicité, parce qu'on a plusieurs paroisses qui s'appellent Saint-Joseph. On a plusieurs collèges qui s'appellent Saint-Joseph. Donc j'avais essayé que dans chacun de ces lieux puisse se manifester quelque chose. Ce qu'il y a, c'est que Saint-Joseph, il est l'époux de Marie. Il est cité dans le canon romain, grâce à Pape Jean XXIII. Mais en même temps, il est très discret. Donc souvent, c'est vrai que la prière à Saint-Joseph est très discrète. Mais ce qui n'empêche pas que son action soit très importante. Je pense aux petites sœurs des pauvres qui toujours se confient à Saint-Joseph et quand elles ne reçoivent pas ce qu'elles veulent, elles tournent la statue de Saint-Joseph jusqu'à ce qu'elle soit exaucée. Donc c'est ce que je propose pour cette dame. On écoute maintenant, Monseigneur Souchu, une autre question de Jean-Charles. Bonjour, Monseigneur Souchu. Très heureux de vous poser une question qui concerne le charismatique. L'importance que vous donnez à la louange, à cette vie moderne de la foi. Voilà. Merci pour votre gentillesse et pour vous montrer très proche des uns et des autres. Voilà. Alors, les charismatiques, ce n'est pas une branche de l'Église. On reçoit tous des charismes. La louange, ce n'est pas une branche de l'Église. Tous nous louons le Seigneur. Par exemple, l'office divin, ça n'est que de la louange. Alors après, qu'il y ait des chrétiens qui se retrouvent davantage dans cette louange et dans ce charisme, rendons grâce à Dieu. Je sais qu'il y a plusieurs groupes de prière, il y a une école de louange et d'évangélisation qui s'est mise un petit peu au service et nous en profitons d'ailleurs dans la pastorale des jeunes. Donc rendons grâce à Dieu, mais c'est toute l'Église finalement qui est charismatique. Et une dernière question maintenant de Jean. Monseigneur, bonsoir. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire, selon vous, quel est l'essentiel pour la suite de la marche? Merci. Alors, dans la question, il y a la réponse. C'est-à-dire que c'est d'abord marcher à la suite de Jésus. Et donc, une église synodale, c'est une église qui marche ensemble sans que chacun fasse des chapelles. Et c'est d'ailleurs un petit peu le risque. À mon avis, le plus difficile dans le ministère d'évêque, pour moi en tout cas, c'est d'assurer la communion de l'Église. Parce que j'ai l'impression que, soit par ignorance, par peur, par tout ce qu'on veut, chacun finalement se replie sur sa chapelle. Or, si nous voulons, notamment pour le diocèse d'Hérédax, faire un synode, donc marcher ensemble, il va falloir que chacun essaie de s'ouvrir au don de l'Esprit.
Et ça rejoint d'ailleurs les 3 mots du synode de l'Église universelle, communion, participation et mission. C'est ce que je dis souvent, on va surfer aussi. Dans les Landes, évidemment. Dans les Landes, on va surfer aussi sur ce synode des évêques à Rome, sur la synodalité de l'Église, bien sûr. Alors, Monseigneur Nicolas Souchu, c'est déjà la fin de cette émission. J'ai une dernière question. Vous êtes en fait sur la route des JMJ de Lisbonne. Comment est-ce que votre diocèse va vivre ce passage d'une partie des pèlerins vers les JMJ? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est formidable parce que nous avons plusieurs demandes, effectivement, de groupes, aussi bien de France que de l'étranger, qui demandent à s'arrêter soit à l'aller, soit au retour. Alors, souvent, c'est un arrêt qui n'est quand même pas très long, donc c'est juste un arrêt comme ça. Je suis frappé au berceau de Saint-Vincent-de-Paul, qui est connu de manière internationale. Donc, on va avoir des gens de Taïwan, des gens de New York, et puis beaucoup donc de diocèses de France, de Belgique, des Pays-Bas. Et puis nous-mêmes, on va avoir la grâce quand même, je pense, de partir avec une centaine de jeunes au JMJ avec le diocèse. Donc c'est beau parce que, comme je vous disais, on a des fois beaucoup de difficultés à avoir surtout des jeunes entre 18 et 35 ans et qu'on arrive à... Bon, on va prendre quelques mineurs quand même, mais voilà, qu'on arrive à participer tous ensemble, c'est formidable. On se retrouvera justement au JMJ, Monseigneur Nicolas Souchu. Merci d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse d'Aire et d'Ax, rendez-vous sur le site internet diocèse40.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine.